À toi. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, avant de commencer, je signale que le texte de cette communication a été rédigé en écriture inclusive non binaire et que pour dire les formes avec le point médian, je privilégierai généralement le féminin pour des raisons de commodité. Ainsi, étudiant.e.x sera lu étudiante. Je vais commencer par présenter rapidement le point de vue d'où je parle. Je suis un homme blanc, cisgenre, valide de près de 60 ans. Je pratique la poésie visuelle parmi d'autres formes littéraires depuis plus de 30 ans et je me suis récemment rendu compte de certains mythes dans lesquels j'ai grandi. Parmi ces nombreuses histoires à dormir debout, il y a la prétendue universalité et supériorité de la modernité littéraire, en l'occurrence celle de la poésie concrète. À noter que je ne parlerai ici que de la branche suisse ou allemande de ce mouvement, dont Eugène Gomringer peut être considéré comme un des initiateurs et non de la poésie concrète brésilienne. J'aimerais maintenant relater brièvement l'affaire qui a eu lieu autour du poème Avenidas de Gomringer, écrit en 1951, primé et exposé de 2011 à 2018 sur la façade de la Alice Salomon Hochschule à Berlin, en Allemagne. En 2016, l'ASTA, le Comité général des étudiantes de l'école, adresse une lettre ouverte au rectorat où il critique un poème qui reproduit une tradition artistique patriarcale dans laquelle les femmes sont exclusivement les muses qui inspirent aux artistes masculins les actes créatifs et qui suggèrent le harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes au quotidien. Il demande donc la discussion d'un retrait ou d'un remplacement de ce poème le plus rapidement possible. En 2017, las des malentendus, des polémiques et des agressions, les étudiantes font une nouvelle déclaration dans laquelle elles comparent leur université à un lieu d'habitation commune où certaines se sentent mal à l'aise et souhaitent en conséquence changer leur environnement immédiat. Et elles signalent que le poème leur rappelle désagréablement, je cite, certaines situations, des situations dans lesquelles nous avons été reluqués, objectivés et harcelés sexuellement. Nous ne disons pas que le but du poème était de déclencher cela en nous. Nous ne disons pas que Eugène Gomringer est sexiste et qu'il voulait que nous ayons cette impression en lisant le poème. Nous ne disons pas que ce poème est responsable de nos expériences sexistes. Nous ne sommes pas non plus allés sur la place Alice Salomon criant avec colère « Détruisez cette œuvre d'art ». Nous avons juste dit « C'est aussi notre maison et nous n'aimons pas le poème. Ne pouvons-nous pas redécorer ?» Et la majorité des comités universitaires a pensé que c'était une bonne idée. Fin de citation. Dans cette déclaration, elles affirment également que l'art est une question d'interprétation, que ce n'est pas grave si ce poème ne leur plaît pas, et encouragent ceux qui l'aiment à l'exposer dans leur environnement immédiat. Je cite, « N'hésitez pas à écrire ce poème chez vous, au-dessus de votre lit, et en profiter chaque jour. Mais ne nous dites pas que nous ne le comprenons pas. Si le poème nous rappelle des moments désagréables, alors c'est un fait et vous ne pourrez pas nous en dissuader. Ce serait une négation de nos expériences. En tant que femmes, nous connaissons le sexisme parce que nous le vivons presque tous les jours. C'est ce qu'on appelle la connaissance située et nous pensons qu'il est important que ce type de connaissance soit reconnu et respecté. » Fin de citation. Je propose de retenir deux éléments connexes de ces déclarations. D'une part, celle qui condamne ce poème n'attaque pas l'ensemble de l'œuvre de Gomringer, ni son auteur, ne préjugeant pas de ses intentions, mais s'en prennent à un travail spécifique, particulièrement visible, et d'autre part, elles inscrivent leur critique dans leur expérience personnelle de femmes, constamment discriminées et agressées, mobilisant alors la théorie féministe du point de vue situé, développée à partir des années 1970, notamment par Donna Haraway, Sandra Harding et Nancy Hartsock. Théorie selon laquelle, contre la prétendue objectivité scientifique et un fantasmé point de vue de nulle part, le savoir le plus juste viendrait de la perspective partielle et réflexive des personnes concernées par le problème qu'elles examinent. Il existait pourtant des éléments de réflexion dans les manifestes de Gomringer qui lui auraient permis d'accommoder cette critique. En effet, en 1958, il écrivait, je cite, « Les changements de structure sociale sont en rapport étroit avec les changements dans la conception et l'utilisation de la langue. Par exemple, la pensée scientifique moderne et la forme de vie qui en découle n'ont pas encore trouvé de raisonnement verbal analogue, un langage qui leur soit propre. En poésie, l'analogie n'existe que dans des cas isolés qui, pour la plupart, ne sont pas encore reconnus dans la société. » Fin de citation. Dans ces conditions, il aurait pu considérer que les changements sociaux intervenus depuis les années 1960 pourraient avoir eu et ont effectivement eu de multiples répercussions sur la langue et sur notre rapport à celle-ci.
Par conséquent, selon ses propres principes, Gombringer aurait dû accepter la critique des étudiantes de l'ASTA. La perception actuelle de la langue et de ce qu'elle implique étant différente de celle de l'époque où ce texte a été écrit. Plus particulièrement, l'expérience des femmes et la parole qu'il apporte ont trouvé une certaine publicité, notamment avec le mouvement MeToo. Il n'est désormais plus possible de ne pas avoir du harcèlement de rue dans le poème de Gombringer. Quant au rôle de la lectrice dans la nouvelle poésie, comme il l'appelait, il écrivait dans un manifeste de 1954, je cite, « En trouvant, en choisissant et en posant ses mots, le poète crée des objets de pensée et laisse au lecteur le soin des associations, ce qui fait de lui un collaborateur, peut-être même souvent celui qui parachève le poème. » Fin de citation. Là aussi, Gombringer avait tout en main pour laisser les étudiantes de l'ASTA faire des liens, réaliser des rapprochements, compléter son poème. Il aurait donc dû admettre que ses lectrices le lisent en lui donnant cette interprétation féministe. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Je ne crois pas qu'il faille envisager la situation individuellement, bien que je suppose, est-ce de l'agisme de ma part, que ces 93 ans au moment des fêtes n'ont pas facilité sa compréhension des enjeux. Je n'ai pas compris le débat, déclara-t-il ainsi en 2018, suite à un échange public avec 2 représentantes de l'université. Ce qui ne l'a pas empêché, à l'instar de son entourage, de réagir défavorablement à la demande très mesurée, nous l'avons vu, des étudiantes, parlant de processus de purification, de censure, de stupidité et traitant ses opposantes d'analphabètes. Plus fondamentalement, je pense qu'une telle réaction doit être analysée de manière structurelle. Elle témoigne, selon moi, d'un biais commun à toutes les avant-gardes, dévoilant leur posture autoritaire. Comme l'écrit la poétesse et professeure américaine d'origine coréenne Cathy Park Hong, je cite, « Les manifestes d'avant-garde ont toujours adopté un ton de militantisme masculin et expansionniste, imposant un cadre agressif de division et de conquête. » Fin de citation. En effet, les avant-gardes artistiques se placent, leur nom l'indique, en première ligne et sont censés par conséquent guider la masse des personnes ignorantes vers la bonne façon de pratiquer l'art. Leurs manifestes emploient différentes stratégies pour s'imposer. Les temps verbaux, l'impératif qui dicte, le futur qui annonce, les expressions de la nécessité, devoir, falloir, une partition manichéenne, le nouveau, le moderne contre le classique ou le traditionnel, l'objectivité contre la subjectivité, la structure contre l'ornementation, la concision contre l'effusion, la raison contre l'émotion, etc. Elles prennent d'emblée une position dogmatique et tranchante, ce sont elles qui savent, qui ordonnent et régissent la vérité. Voici ce qu'écrivait Gombringer en 1958. Je cite, « La poésie peut aujourd'hui former le noyau de la langue commune, universelle et future. Elle doit produire pour cela des figures à la fois rationnelles et synthétiques. » Fin de citation. Ainsi, clairement, la tâche qui est attribuée à la poésie expérimentale est de se placer au centre de la langue, d'une langue universelle et à venir, afin de créer des formes qui ne soient ni lyriques ni expressives, mais qui correspondent à l'efficacité et à la modernité d'un capitalisme technoscientifique en pleine expansion. Cette posture s'oppose plus ou moins ouvertement à une autre attitude envers la langue et la poésie, à ce que certaines appellent une poésie d'expérience. La poésie d'expérience ou poésie de l'identité est une poésie ancrée dans la vie de ses autrices. Elle serait déterminée par des considérations extralittéraires, de nature tantôt identitaire, culturelle, sociologique et ou politique, selon ceux qui en font la critique. Elle est considérée l'apanage des personnes non blanches. En effet, tout comme la blanchité est implicitement conçue en Occident en tant que non-race, invisible et privilégiée, on pense que seuls les poètes blancs, censément sans histoire, seraient à même d'élaborer des formes prétendument pures de littérature. Le problème, c'est qu'un tel point de vue de nulle part n'existe pas. À aucun moment, il n'est possible de produire un texte indépendamment d'une histoire humaine, certes, mais également personnelle et collective. Dès lors, le formalisme, la réflexivité, l'art pour l'art qui pourrait paraître impartial, dégagé de tout, sont pourtant à part entière des manières spécifiques de représenter le monde et n'appartiennent pas moins à celui-ci que l'informel, le spontané ou l'engagement, dans la mesure où elles sont nées à une période particulière, en un lieu circonscrit et qu'elles possèdent des caractéristiques propres. Non seulement privilégier la forme n'est pas neutre, mais surtout cela n'implique pas l'absence d'un contenu pour s'en tenir à cette opposition habituelle, que celui-ci ne fût que le poème lui-même, voire les conditions de sa propre fabrication dans les œuvres les plus autoréférentielles. Autrement dit, imaginer qu'il existerait une position littéraire objective et sans parti pris est une illusion,
et une telle illusion est entretenue par ceux qui bénéficient des privilèges de leur soi-disant universalité, c'est-à-dire par les poètes blancs qui dominent le champ littéraire. Dans ce contexte, le double écueil auquel est confrontée la poésie pratiquée par les personnes racisées me semble être le suivant. Il y a tout d'abord un risque d'assignation à identité, à savoir une attribution a priori de leurs œuvres et des thématiques qu'elles portent à l'origine de ces écrivaines, alors qu'ils n'en auraient pas exprimé la demande. Et même si elles se revendiquaient d'une origine, cette assignation se double d'une dévalorisation de leur pratique. La poésie d'expérience ne serait pas de la véritable poésie, mais de la sociologie ou de la politique sous couvert de littérature, de l'écriture guidée par des préoccupations non esthétiques. En outre, et c'est un second obstacle, il y a le danger de l'assimilation des personnes racisées. Excusez-moi, il reste 5 minutes. Oui? Oui, mais il n'y a pas besoin de me le dire, merci. J'ai mesuré mon temps. Bon, c'est pas grave. Donc, en outre, et c'est le second obstacle, il y a le danger de l'assimilation des personnes racisées qui pratiqueraient de la poésie expérimentale. On accepte leur contribution pour autant qu'elle se fasse selon les critères des Blancs, tout en veillant cependant à ce qu'elle soit minoritaire. Voici ce qu'écrit à ce sujet Cathy Park Hong. Je cite, « On a toujours attendu des poètes de couleur qu'ils s'assoient tranquillement dans les arrière-bancs de la poésie traditionnelle et d'avant-garde. Par exemple, l'anthologie classique de Donald Allen de 1959, actualisée en 1982, New American Poetry, que Marjorie Perloff a qualifiée d'anthologie de la poésie d'avant-garde, comprend un seul poète issu des minorités, Leroy Jones, alias Amiri Baraka. Le tokenisme dans ce qu'il a de plus élégant. » Fin de citation. En résumé, les deux perspectives qui paraissent s'offrir aux écrivaines racisées sont l'assignation dévalorisante ou l'assimilation faire valoir. C'est pourquoi je pense au contraire qu'il faut désormais reconnaître la blanchité des avant-gardes historiques, intégrer à ces mouvements les transformations radicales apportées par des autrices et des groupes racisés, faire cesser la hiérarchisation des pratiques poétiques ainsi que le dédain et le paternalisme qui vont avec, et défendre contre la littérature prétendument post-identité, selon les termes employés par Kenneth Goldsmith en 2011, l'idée d'une pratique poétique intégrée à la vie de ses autrices, située dans des conditions concrètes de genre, de race et de classe. À noter que Gomringer parlait déjà d'une poésie aperspectiviste, donc dans le sens de post-identité, en 1954. Pour conclure, j'aimerais revenir à mon positionnement poétique personnel qui est aussi, on l'a compris désormais, structurel. Autrement dit, quelles sont les possibilités et les conditions dans lesquelles pratiquer la poésie lorsque l'on est comme moi un mâle blanc, que l'on s'intéresse à la poésie expérimentale et que l'on comprend la nécessité de démasculiniser et de décoloniser la poésie et ses canons. La seule façon que j'ai trouvé de formuler ma position sans réitérer la violence manifestaire pseudo-universaliste n'est pas d'énoncer de grands principes, mais de proposer une modeste liste de suggestions pratiques, tout en sachant qu'il n'y a ni pureté ni rédemption en la matière. Essayer de ne pas agir à la manière d'un aventurier libre de tout, à qui le monde appartiendrait et auquel chaque découverte profiterait. Chercher à ne pas prendre la parole pour les personnes concernées, ne pas faire d'appropriation culturelle ni de captation mémorielle. Tenter d'écrire en toute cohérence, à savoir ne pas se cacher derrière la fictionnalité ou un soi-disant narrateur. S'efforcer de découpler la recherche des avant-gardes, c'est-à-dire avoir un point de vue critique sur les avant-gardes historiques, cesser de les célébrer et ne pas réduire l'expérimentation poétique à une tradition hégémonique et raciste. S'attacher à ne pas adapter des valeurs traditionnellement considérées comme masculines, la compétition, le conflit, l'insensibilité, etc. Adopter au contraire des valeurs prétendument féminines, la collaboration, le soin, l'empathie, etc. Veiller à mettre en avant les combats d'aujourd'hui, à accompagner la lutte des dominés en tant qu'alliés, tâcher de considérer les gens avec lesquels on travaille, faire dans ce contexte collaboratif des choix politiques, éthiques et écologiques forts. Je terminerai ma communication en exemplifiant mes propos par les 3 poèmes présentés lors de cette manifestation. J'avais conçu plusieurs projets, optant initialement pour des textes de soutien au mouvement BLM, Black Lives Matter. Puis, afin d'éviter l'utilisation à mon bénéfice d'événements traumatiques auxquels je ne suis pas soumis en tant que blanc, j'ai préféré inscrire mon travail dans ma situation de poète suisse. J'ai donc élaboré des poèmes visuels qui critiquent le pays où je vis
en utilisant la police de caractère Helvetica que j'ai modifiée. J'ai alors cherché des mots anglais qui, à l'égal de Swiss, donc en anglais, comportaient 5 lettres et se terminaient par 2 S, en référence au nom de l'escadron de protection nazi, pour dénoncer le caractère ouvertement raciste et islamophobe de ce pays. Voilà, je vous remercie. J'en ai fini. Merci beaucoup, Lorenzo, pour cette réflexion très actuelle et importante. On passe maintenant à Demosthenes Agrafiotis, et excusez-moi la prononciation de votre nom, et qui vient de Grèce et qui va parler sur Shem en dialogue avec Higgins, J.K. Higgins. Et alors, allez, à vous. OK. Alors, en Grèce, c'est le soir, alors bonsoir, mais pour vous, c'est l'après-midi. Alors, c'est toujours la question de rédaction. Et voilà. Shem, schemata, seems, Shem, M, schemata, seems. Alors, il y a la question éternelle, la relation entre la théorie et la pratique. Alors, il y a toujours la question, est-ce que le discours analytique est capable de saisir l'art et la poésie dans un esprit complet et total? Une analyse théorique, c'est toujours une sorte d'écran qui cache ou c'est un instrument qui permet de concevoir, capter l'initiative des artistes ou des poètes. Alors, il n'y a pas une réponse définitive, je ne peux pas donner une réponse définitive. Je pourrais quand même présenter une expérience autour de cet effort désespérant de faire une analyse théorique pour l'action poétique expérimentale. Cela signifie un dialogue que j'ai fait avec Dick Higgins, un dialogue indirect, et je vais présenter ce dialogue avec ce poète extraordinaire, qu'il était un poète, un typographe, et un éditeur, et surtout, il a beaucoup travaillé pour la promotion de la notion d'intermédiaire. Alors, quelle est l'histoire? On peut voir la première image, s'il vous plaît. Alors, j'étais... Voilà. Alors, au début des années 2000, j'étais en Italie, j'étais à Bassano del Grappa, j'étais invité par la Fondation Bonotto, et là, j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois le schéma de Higgins qu'il a proposé en 1995. Le collectionneur Luigi Bonotto, il a demandé à Higgins de faire un schéma dans lequel c'était possible de situer tous les courants possibles des années 60 et après, où il y avait cet esprit expérimental, où il y avait toujours la question de l'intermédiaire. Et Dickens a fait un dessin dans lequel il a mis tous ces noms qu'on voit dans cette image. Évidemment, cette image, on peut la voir même dans la maison de mon ami Bonotto, parce qu'il a fait des miroirs, et sur les miroirs, il a imprimé cette image. En entrant dans la maison, il y a un miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit nous-mêmes à travers ces schémas. Alors, c'est une idée formidable,
parce que ça montre que le schéma est là pour être un instrument de recherche avant tout. Alors, on peut voir qu'il y a intermédiaires et surtout, ce qui nous concerne ici, c'est la question de la poésie visive qui est là-haut. Et ça montre que la poésie visive se trouve en relation avec les visual novels, concrete poetry, sound poetry, mail art, etc., etc., etc. C'est vraiment un schéma qui fait l'effort de mettre tous les courants dans une sorte de structure, une sorte d'arrangement logique, se disant. Mais évidemment, on voit aussi qu'il y a trois questions là. Dickens avait laissé un espace vide. Et là, j'étais étonné et j'ai discuté avec Luigi Bonotto. Il m'a dit, mais OK, il y a du vide, est-ce que tu peux ajouter? Alors, à ce moment-là, j'ai eu l'idée de travailler avec les schémas. Et Patricio Petrellini, qui était le directeur de la fondation, il m'a donné les schémas. Et j'ai pris les schémas en Grèce, à Athènes, et j'ai commencé à réfléchir. Et ma question, c'était quoi mettre dans le vide? Alors, c'était ça la question. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée d'ajouter. Je peux avoir deuxième image, s'il vous plaît. Alors, j'ai commencé à réfléchir et voilà, j'ai noté sur le schéma de Higgins des solutions possibles. Et j'ai noté aussi les mots en grec ou en anglais, parce que quand même, il y avait une question aussi, on va voir un peu au niveau des terminologies, comment on utilise les mots, etc. Et alors, avec cet effort, j'ai commencé à travailler et à la fin, j'ai proposé 4 nouveaux éléments. Et les éléments, c'est body art, corps, internet art, new technologies and informatics and video art. Voilà, j'ai pensé que c'est en ajoutant ces éléments, si je peux avoir la troisième image, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, j'ai l'idée que j'ai ajouté les éléments et j'ai eu l'impression, à cette époque-là, que comme ça, le schéma devient plus complet et qui devient aussi plus en correspondance avec la réalité du début de 2000. Alors, j'ai envoyé ça en Italie, à la Fondation Bonotto, parce que quand même c'était l'origine de ce travail. Et ce schéma maintenant, c'est une sorte d'évolution du schéma de Higgins. Alors, si on peut avoir une autre image encore. Voilà, ce schéma a été publié dans ce livre de Klaus-Peter Denker. C'est un livre en allemand qui s'appelle Optische Poesie, et dans lequel Denker il a fait un effort extraordinaire de faire une sorte d'encyclopédie de la poésie visuelle. Et dans le premier chapitre où il fait un travail théorique, il prend ces schémas complétés, les schémas de Higgins complétés par moi-même, il a pris ça comme référence pour situer la poésie visuelle dans l'art et surtout dans l'art expérimental des siècles derniers. Voilà. Et c'est la question, avec ce type d'analyse, ce type enfin, ce travail, il y a une question, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette expérience, de ce dialogue maintenant? Alors, je vais présenter quelques leçons pour voir que, voilà, cette image maintenant c'est en italien, et ça c'est le schéma intermédiaire le plus complet. Et vous allez voir poésie visive et tous les autres actions musicales, art postal, art théâtre. Alors, évidemment,
j'ai privilégié des éléments, c'est les questions du corps, parce que j'ai ajouté arte del corpo, parce que ça, c'est une influence de cette époque-là, parce que la performance était en plein essor, on peut dire. Et aussi, j'ai ajouté les autres éléments en tenant compte le fait que les nouvelles technologies, les technologies de formation et la technologie de communication, grâce à elles, on peut discuter ce soir des distances, ils ont une influence énorme dans le champ artistique et poétique. C'est pour ça que je pourrais justifier pourquoi j'ai choisi ces éléments, parce que j'ai trouvé que ce sont les changements radicaux qui doivent être introduits dans le schéma de Higgins. Alors, leçon. Première leçon, c'est toujours la question de terminologie, parce que quand même, vous avez vu, Higgins a posé les mots poésie visive et pas le mot visual poetry, pas de poésie visuelle. Évidemment, il était en Italie, il était obligé de respecter l'atmosphère italienne dans laquelle il y a l'école de poésie visive, et c'est une école spéciale en Italie avec un nom très spécial, mais qui n'est pas la même chose, soi-disant, avec la poésie visuelle ou visual poetry, telle qu'elle est conçue aux États-Unis ou en France. C'est une approche différente, et j'imagine que mon ami Patricio Peterlini, qui va parler, il va expliquer la particularité italienne. Alors, c'est pour ça que dans le schéma de Higgins, il n'y a pas les mots poésie visuelle, visual poetry, mais les mots poésie visive. Évidemment, dans différents pays, il y a différents mots. Par exemple, en Allemagne, il y a les mots, c'est optische poésie. Et pour des raisons assez bizarres, à mon pays, en Grèce, on dit aussi optiki poésie. Optikos, optique. En réalité, il vient des physiques optiques. C'est la partie de la physique qui concerne la lumière. Alors, et c'est pour ça qu'en Grèce, parfois, il y a une question délicate, comment on nomme la poésie visuelle. Alors, il y a des Grecs qui considèrent que c'est optiki poésie, et poésie optique, on peut dire comme ça. Et dans mon cas, je n'utilise pas ces termes parce que je trouve que c'est pas pertinent. Et j'ai proposé à mes compatriotes les mots iconoschématiki poésie, ça signifie en français schéma et image dans la poésie, ou poésie qui se fait par l'image et par les schémas. Et je considère, par exemple, que les lettres sont une sorte d'articulation de l'image et des schémas. Alors, comme ça, avec cette terminologie, je crois que c'est mon hypothèse. En tout cas, pour la Grèce, ça sera plus pertinent. Alors, l'essentiel, c'est qu'avec les schémas, on est obligé de réfléchir sur ces questions de terminologie et surtout la question de la poésie visuelle dans différentes langues et surtout, quelle conception existe derrière de chaque nomination. Et je crois que ce symposium, ce colloque, ça sera très utile parce que nous aurons l'occasion de comprendre, pas seulement les mots, mais aussi les concepts qui sont et les conceptions qui sont derrière les mots. Voilà. Deuxième leçon, c'est comme Lorenzo a dit, et tous les artistes et tous les poètes, toujours, ils suivent une trajectoire, mais toujours, ils ont toujours des questions. Dans quelle mesure leur trajectoire, c'est unique, c'est similaire, quelle est la relation avec les autres trajectoires. Et je crois que ce schéma, c'est intéressant parce que chaque poète, artiste, pourrait trouver son chemin. Il peut comprendre comment il travaille. Par exemple, dans mon cas, quand j'ai commencé à travailler
avec la poésie. Et à cette époque-là, je faisais aussi des photos. Alors, il y avait une question, parce que d'un côté, je faisais de la photographie et de l'autre côté, des poèmes. Alors, il y avait une question, comment c'était possible de mettre ensemble la photographie et les mots et la poésie. Alors, ça, c'est une question assez difficile, parce que comment on peut mettre les deux pratiques ensemble, comment on peut combiner les matérialités qui sont différentes, etc. Et à la fin, j'ai commencé à faire la poésie visuelle parce que pour moi, c'était une occasion de faire ces produits hybrides. Et avec cette possibilité, après, j'ai ajouté, soi-disant, la peinture et aussi la vidéo. Et aujourd'hui, je peux dire, selon ce schéma, je me sens très libre de combiner les différents éléments et dire que je fais une sorte de poésie visuelle qui tient en compte une certaine structure générale. Troisième leçon de ça, c'est la possibilité, parce qu'il y a aussi une question théorique. Et ça, quand j'ai commencé à travailler à cette époque-là, avec les schémas, dans ma tête, j'ai eu l'expérience du grand anthropologue français Dumézil. Dumézil, c'est un grand anthropologue, analyste des civilisations, et son intérêt, c'est de comparer la forme, l'existence de Dieu dans différentes sociétés et différentes civilisations. Alors, il a eu l'idée extraordinaire, ne pas comparer un Dieu des civilisations grecques et des civilisations idiennes, mais pour lui, c'était l'essentiel, c'était de créer des structures, de trouver des structures où il y avait un univers de dieux et de déesses. Et après, ce n'était pas question de comparer un dieu avec un dieu, mais surtout comparer une structure avec une autre structure. Alors, je trouve que Higgins je ne peux pas prouver qu'il était au courant des travaux de Dumézil, mais il avait cette conception que si on fait un travail comparatif, il faut toujours tenir en compte des schémas, des structures, et pas comparer élément à élément, mais si c'est possible, de comparer des structures globales avec une autre structure globale. Alors, je crois qu'avec le schéma de Higgins, c'était une occasion extraordinaire de réactiver l'approche du Dumézil. Un autre élément qui c'était une autre leçon, c'est, comme on a dit, qu'il y a évidemment les nouvelles technologies. Il faut dire que Higgins aussi a utilisé beaucoup l'ordinateur dans les années 60. C'était le premier, malgré le fait qu'il était cofondateur, soi-disant, des Fluxus, il était le premier qui a introduit l'ordinateur dans la production des œuvres artistiques et poétiques. Alors, c'est très important que lui, il a pris cette initiative. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu dans l'histoire, on peut dire que dans la poésie visuelle, il y avait quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y avait un effort de dépasser ce qu'on appelle l'écriture et la peinture, ce qu'on appelle en anglais writing and picturing, parce qu'il y avait un effort d'utiliser les éléments matériels pour mettre ensemble, faire une sorte de collage, une sorte de un produit hybride dans lequel il y a toujours l'écriture et l'image, les mots et la figure. Et ça, en réalité, c'était une sorte de prédiction de la logique 0, 1, que c'est la logique aujourd'hui, parce qu'avec les nouvelles technologies, c'est possible d'unifier ou de créer un espace homogène dans lequel il y a l'écriture et l'image. Dire d'une autre manière, je trouve que la poésie visuelle a un caractère historique, culturel extraordinaire, parce qu'elle avait cette capacité de prévoir cette émergence des logiques 0-1 qui dépasse
toutes les divisions qui existaient avant. Alors, quelles sont une autre leçon de ce dialogue, c'est au niveau théorique, il y a toujours une grande question et ça vient de Wittgenstein. Wittgenstein avait toujours l'idée et posé la question des statuts de mots et des statuts d'image. Il a posé la question dans quelle mesure c'est possible, dans une approche analytique, de ne pas utiliser des mots, mais surtout utiliser des images. Ça signifie comment l'image pourrait être introduite dans les discours théoriques et parfois avec l'image, on peut dire des choses plus compliquées ou différentes en n'utilisant que des mots. Dire d'une autre manière, que Wittgenstein a posé la question dans quelle mesure, s'il y a un problème, si c'est possible d'imaginer des schémas, des images, pour donner une réponse à des questions compliquées. Alors, je trouve que ça, c'est je ne connais pas si vraiment, je répète, Higgins avait lu les textes de Wittgenstein, mais on peut trouver dans les problématiques de Wittgenstein déjà une réponse, parce que ça montre que c'est possible de faire des schémas et des images qui sont capables d'être utilisées dans des discours analytiques ou des discours théoriques, ou au moins une approche théorique pour aborder une question dans le domaine artistique. Et il faut dire que je trouve que ça, c'est une autre idée qui vient de ce schéma. Et si on prend aussi dans la psychanalyse, dans la tradition lacanienne, il y avait beaucoup de schémas. Et moi, je considère que les schémas de Lacan sont des poèmes visuels. Que Lacan, il voulait être un poète visuel. Il était évidemment dans un milieu artistique et poétique dans les années 30 des surréalistes, mais je crois qu'en réalité, son ambition, c'est de devenir un poète visuel, mais malheureusement pour lui, il a resté un simple psychanalyste. Alors, je crois que c'est possible de... Oh, excusez-moi, on est déjà passé un peu le temps. Si vous voulez conclure, on continue avec tout le monde. Vous me donnez l'image et je termine avec ça. Alors, c'est dans cette logique que j'appelle des logiques de Wittgenstein, il y a toujours la question, comment c'est possible, avec une image, de montrer des choses assez compliquées et donner que c'est la même ambition que dans la poésie visuelle, d'avoir la capacité, avec un regard, de donner une image totale, mais cette image totale a une capacité explosive au niveau des significations. Et pour terminer, une dernière image. Alors, ça, c'est une sorte d'hommage à mon ami Harold de Campos. Harold de Campos, qui m'a envoyé sa traduction du poème homérique. Il m'a donné une promesse qu'il voulait faire une traduction du poème homérique en utilisant toutes les techniques du peuple brésilien contre la tradition européenne. Il a fait ça et salut Harold de Campos. Merci. Merveilleux. Merci beaucoup, Demosthenes. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Demosthenes, oui. Demosthenes. Je fais les Grecs à l'université, mais les Grecs anciens aussi. Anciens. Mais non, c'est grec ancien, c'est Demosthenes, Demosthène en français, Demosthenes en anglais. Super. Bon, merci beaucoup de votre intervention. Ça m'a fait beaucoup penser parce que je suis en train d'écrire un texte pour un livre et je voulais faire un diagramme sur la poésie visuelle. Je cite un autre poète, Vladimir Giaspino, brésilien, qui a dit une fois… Oui, je connais très bien, oui. Vous connaissez, et il disait, dans un entretien une fois, qu'est-ce qu'il manque pour la poésie concrète? Lui ont demandé, il a répondu, une critique aussi visuelle.
qui soit, et voilà, c'est tout à fait ce qu'Higgins a proposé et qui, avec ça, Merci. dialogue. Merci beaucoup. C'est super. Bon, on passe alors aux questions. Si quelqu'un a de commentaires veut bien poser une question. On a 2 abstentions pour cette table. C'était d'abord la médiatrice qui n'est pas venue. Pour ça, j'ai fait la fonction. Et en deuxième, Héloïse. C'est pour ça qu'on a avancé un peu quand même les temps. Mais alors, c'est ouvert pour des questions. Para os falantes de português que quiserem colocar uma questão, também podem ficar à vontade de falar em português ou fazer pelo chat. Je vois que Patricio a mis ici déjà des mises à jour de schéma de Higgins dans la collection. Et bon, si pour l'instant, si personne n'a pas de questions, moi, j'étais en train de penser dans la séquence de communication qu'on a vue, même la table avant, où vous étiez avant. J'ai pensé, par exemple, Démosthenes, où est-ce qu'on pourrait, comment on peut penser dans ces schémas, par exemple, la poésie africaine les étudiants de GC viennent de nous montrer, Charles Lequin et Werwer, et aussi, et ça va avec ce que Lorenzo a dit, parce qu'il sort un peu dans le cadre expérimental européen et tout ça, comment on peut penser ça, peut-être même la féminité, toutes les questions qui ont été abordées. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une question pour les deux, alors, parce qu'on peut utiliser les mêmes schémas pour penser les manifestations qui viennent de nous être présentées, ou bien vice-versa. Est-ce que Lorenzo va parler premier ou je parle? Oh, vas-y. Ah, OK. Alors, évidemment, c'est une question fondamentale, parce que quand même, c'est un schéma, on va dire, est-ce que c'est un schéma universel? Est-ce qu'il est applicable dans toutes les sociétés, de toutes les cultures? Et la réponse, c'est un peu difficile à dire, parce que quand je présentais ces schémas, parce que comme je voyage, par exemple, en Asie, j'ai eu l'occasion de présenter le schéma en disant, voilà, en disant, ça c'est un schéma analytique, c'est pas un schéma qui prévoit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut pas, ça signifie chaque poète et chaque artiste, il est libre de circuler dans ces espaces où il y a des îles, parce qu'on peut dire ça, ce schéma, il sort des archipels dans lesquels on navigue, mais la navigation n'est pas prévisible. C'est l'artiste et le poète qui est là pour inventer son trajectoire. Mais évidemment, il y a une question très compliquée au niveau des terminologies. Parce que nous, on divise, soi-disant, l'activité artistique et poétique avec les mots qu'on utilise. Mais par exemple, quand j'étais en Indonésie, on m'a dit, hey, ici, nous avons d'autres manières de mettre ensemble les mots et les images. Et aussi, nous avons une sorte de typologie qui est plus élaborée que la vôtre, parce qu'ici, quand même, il y a d'autres activités artistiques qui jouent un rôle très important. Par exemple, il y a les théâtres des ombres. Les théâtres des ombres, c'est quelque chose d'extrêmement élaboré, compliqué, très sérieux.
il faut passer toute la nuit pour suivre un théâtre des ombres. Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous, avec un petit dessin comme ça, avec, et si c'est la musique, il y a tout ça, il y a toutes les activités artistiques sont ensemble, et ça, c'est une explosion qui s'est faite. Alors, ils avaient raison. Alors, j'ai dit, d'accord, de quelle mesure on est capable, si on prend ces schémas, de voir si c'est applicable dans le cas d'Indonésie, soi-disant, ou c'est quelque chose qui est déjà peut-être trop ambitieux, ou on peut dire, voilà comment nous avons essayé de mettre et faire un schéma. Comment vous allez faire? Est-ce que vous gardez les mêmes mots? Est-ce que vous déjà est-ce que la division? Et ça c'est très intéressant. Et là, c'est l'histoire de Dimézil, parce qu'il n'y a pas question de comparer la poésie en Indonésie et une forme de poésie avec une forme de poésie en Suisse. C'est intéressant, c'est de prendre la structure artistique en Indonésie dans laquelle il y a la poésie et faire une comparaison des structures, soi-disant indonésiennes, et la structure suisse. Sinon, on ne peut pas avoir un résultat intéressant. Alors, je répète encore une fois que ces schémas, ça pourrait être un élément de discussion. Ce n'est pas un élément qui crée une sorte de norme, ce n'est pas un schéma normatif. C'est un instrument avec lequel peut-être on peut avoir un dialogue un peu sérieux qui tient compte les spécificités et la différence, mais la différence qui est définie pas seulement par nous, mais chacun il définit la différence et on voit si vraiment il y a une différence ou il y a. Voilà. Et dans cette mesure, on peut dire que ce schéma, c'est une sorte de schéma qui peut à la fois conduire une sorte de calligraphie des relations, mais aussi, c'est possible de conduire à cacographie des relations. Voilà ma première réaction. Ouais. Je vais juste dire quelque chose. Enfin, effectivement, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Démosthène. Enfin, je pense que c'est vraiment un schéma qui est daté, justement, qui est inscrit dans une époque, à un moment donné, et dans un lieu, quoi. Donc, pour moi, c'est un schéma qui est vraiment, justement, occidental, avec l'exemple que tu donnes sur l'Indonésie. Puis, on voit très bien, parce que poésie visuelle, ça peut inclure les exemples qu'on a vus des deux, pas doctorants, mais des deux étudiants en master de Côte d'Ivoire. Ils ont montré Nokan et j'ai oublié le nom de l'autre artiste. On peut appeler ça de la poésie visuelle, mais la poésie visuelle, ici, telle qu'on la conçoit, elle a deux sens, quoi. Soit elle a un sens générique qui comprend la poésie concrète et par exemple la poésie avisiva italienne des années 70, soit c'est uniquement une traduction de la poésie avisive. Donc déjà là, il y a déjà une tension. Soit on considère le terme poésie visuelle comme un terme générique dans lequel les travaux qui nous ont été présentés par les deux étudiantes pourraient s'inscrire dans cette poésie visuelle-là, mais en aucun cas, ça pourrait être considéré comme, par exemple, de la poésie concrète ou de la poésie avisive historique italienne des années 70. Quoi. Donc, effectivement, c'est un schéma qui est, à mon avis, très, très limité, mais qui est en même temps ouvert. Bon, moi, je ne le connais pas bien. Je connais un peu l'intermédialité de Higgins. J'avais une question à te poser, justement, Démosthène. C'est, pourquoi, est-ce que tu as une idée de pourquoi il a laissé 3 formes vides? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 6? Etc. Pourquoi il a laissé 3 formes vides? Et puis aussi, j'ai une question un peu similaire ou complémentaire, c'est par rapport aux intersections. C'est-à-dire que je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais il y a des ensembles où il y a des intersections, puis des ensembles qui sont dissociés. Quoi. Et pourquoi les dissocier? Certains, on ne comprend pas trop, notamment dans ceux que tu as rajoutés. Il me semble qu'il y en a un, ou Internet, et puis poésie numérique, qui ne sont pas enchevêtrés, par exemple. Vous voulez que je remette les schémas? Oh. Oui, ça pourrait être utile. Utile, oui, oui.
Alors, je trouve que la question de Lorenzo est cruciale. Évidemment, j'ai pensé beaucoup pourquoi il a laissé 3-4 espaces vides. Alors, d'un côté, je trouve qu'il voulait peut-être montrer qu'il n'est pas là pour vraiment avoir une vue globale et totale de l'art expérimental. Il a dit d'accord, il a gardé une certaine réserve en disant voilà, et après, il ne voulait pas vraiment donner une image exhaustive. Et ça montre qu'il avait l'esprit de sagesse chez lui, en disant voilà, on ne peut pas dire qu'on est capable de classifier tout. Et j'étais assez content qu'il avait cette attitude, qu'il a reconnu qu'il avait des limites au niveau même de son analyse, au niveau même de sa capacité de nommer tous les courants. Alors ça, j'ai trouvé vraiment une sorte d'acte de sagesse et de tolérance. Alors, maintenant, il y a la question, OK, on a fait ce type, en introduisant cette idée de nouvelles technologies, et les choses, on sait très bien qu'elles ne sont pas toujours faciles à diviser et distinguer. Et aussi, je me posais la question, quel est le futur artistique et dans quelle mesure ce schéma pourrait être utile pour l'avenir. En faisant l'hypothèse, par exemple, que maintenant nous passons une période de big data. Et malheureusement, c'est les data en français. C'est data et pas dada. Ça, c'est très important. Il faut faire attention. Évidemment, il y a une époque où l'intelligence artificielle va jouer un rôle énorme. Aussi, toutes les technologies qui sont des technologies de communication sont partout et il arrive à être vraiment des instruments économiques, politiques et culturels au niveau mondial. Et aussi, il y a le grand problème que nous savons tous, c'est le climat, tous les aspects écologiques, il y a toutes les questions d'inégalité sociale au niveau mondial et tout ça. Alors, il y a une question, qu'est-ce qui va passer avec la poésie visuelle? Est-ce que la poésie visuelle a une certaine capacité d'être en dialogue ou de proposer quelque chose dans cet espace où il y a ces technologies? Alors, je crois qu'il y a encore une possibilité à la poésie visuelle, parce que dans la poésie visuelle, et ça pourrait être une sorte de définition, dès qu'on pose la question des relations entre les mots et l'image, et ça c'est fondamental, parce que aussi, dans notre époque ou dans le futur, il y aura toujours la question d'image et des mots, mais les supports technologiques, techniques, c'est différent. Alors, la question est la suivante. Est-ce que la poésie visuelle est capable de poser une question fondamentale et cruciale devant cette situation? Et poser une question difficile et compliquée, comme je dis, ça signifie que la poésie visuelle doit attaquer, se disant, l'aspect essentiel, le cœur des questions de communication qui est basé sur les nouvelles technologies. Ce n'est pas question pour les nouvelles technologies d'utiliser les technologies, les nouvelles technologies, mais la question, est-ce qu'elle est capable, ça c'est une question ouverte, de poser des questions, d'où vient cette technologie? Quelle est la logique derrière? Et quels sont les impacts au niveau des communications entre les gens et surtout au niveau des non-communications? Parce que la question maintenant, c'est pas la communication, mais la non-communication. Voilà comment moi je vois, cher ami Lorenzo, la question. Ok, merci. Moi, j'ai pas de vision générale, j'ai pas de proposition collective pour l'avenir. C'est-à-dire que chacun et chacune s'emparera de l'avenir selon
ses propres désirs, mais aussi les contraintes qui pèsent sur lui ou sur elle. Et j'aurais de la peine à, tu vois, peut-être même la question de la poésie, peut-être elle est à mettre en question, je ne sais pas, tu vois, dans un monde dans lequel, comme tu parles de problèmes climatiques, tu parles de problèmes sociaux, tu parles de plein de problèmes dans le monde, peut-être que la poésie, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental. Enfin, ce n'est pas à moi de le dire, hein, c'est aux personnes concernées. Peut-être qu'il est plus important de faire d'autres ou de faire des interventions politiques, poétiques. Comme tu disais, Lacan était un poète. Peut-être qu'il faut faire de la politique poétiquement plutôt que de faire de la poésie. Je ne sais pas, quoi. Moi, je n'ai pas de prescription, quoi, en tout cas, et pas ouais, je n'ai pas de vision sur qu'est-ce que devrait être de manière normative quelque chose. Non, alors, c'est cela. Alors, j'ai essayé d'éviter de dire qu'il y a dans le schéma un aspect normatif. Je voudrais dire que c'est un point de départ. C'est possible, avec ça, de commencer à réfléchir. Ce n'est pas pour prendre ça comme évangile, comme une sorte de Bible, c'est pas ça. Je crois que ça permet, peut-être, mais je dois être assez strict à la question. Si la poésie pourrait exister, il est indispensable que la poésie, s'il est capable ou non, ça c'est un enjeu historique, de poser des questions essentielles pour la vie des personnes au niveau individuel et collectif. Si elle n'est pas capable, d'accord, elle est pratiquée, c'est une expression intéressante peut-être, c'est une très bonne méthode d'une sorte de psychologique, tout ça, mais si on prend, et ça, je m'excuse, c'est un peu la tradition grecque, et c'est pour la tradition grecque, pour la tragédie, le poète, c'est lui qui a la force et l'audace de parler des choses importantes de la société. S'il n'est pas capable, il n'est pas un poète, selon les Grecs. Mais ça, c'est une approche très spécifique. Je l'accepte tout de suite. Merci beaucoup à vous. Je pense que c'est c'est pas évidemment un règlement, ça. Et on peut penser peut-être à ces schémas. On pourrait l'élargir par les procédures, parce qu'ici, on trouve plus ou moins les genres, de sortes de genres ou bien de mouvements. Je ne sais pas, j'étais en train de penser comment on peut le faire grandir et penser en tant qu'un modèle de prévisibilité, pas de propositif, mais enfin, quelles sont les procédures employées par les poètes, par exemple, de la poésie concrète, de l'art postal qui se croise, je ne sais pas, Enfin, on est déjà à la fin. Je pose la dernière question de Michael Hurtado sur le chat qui demande si, à propos de transmédia, s'il y a un schéma pour l'art transmédia et la poésie. Ça, c'est compliqué parce que transmédia, intermédia, c'est intersémiotique, polysémiotique, je ne sais plus. On a beaucoup de noms pour dire de terminologie. Si vous voulez commenter un peu. Sinon, on est à la dernière minute aussi pour la prochaine séance. Évidemment, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés parce qu'il y a ce qu'on appelle multimédia, intermédia, transmédia, hypermédia. Il y a à chaque fois un petit mot qu'on met en avant et pour changer. Dans cette histoire d'intermédia, évidemment, il y a aussi l'esprit d'interdisciplinarité. Intermédia, ça va en parallèle avec interdisciplinarité. Je donne tout de suite une sorte de définition, mais
on n'a pas le temps d'approfondir. C'est dans l'intermédiaire, interdisciplinarité, c'est l'effort de dépasser une certaine division en genre dans un espace artistique. De dire d'une autre manière, ce qui est important, de manière très simple, 1 plus 1 égale 3. Il faut mettre les choses de manière imaginative et créative pour, dès qu'on mélange les choses, il y a quelque chose qui est différent qui sort. D'où la grande difficulté des intermédiaires. C'est pas de mettre des choses ensemble, c'est multimédia. Et je trouve qu'il y a une tradition qu'on définit 1 plus 1 égale 3. C'est ça, intermédiaire, à mon avis. Et des fois même 4. Ah, d'accord. Merci, Lorenzo. Peut-être encore plus, on sait jamais. Bon, alors, merci beaucoup, Démosthenes et Lorenzo. C'était un plaisir de vous écouter. Et bon. Un grand merci pour votre support et votre aide. Merci bien. Ouais, merci à vous. Merci pour l'invitation et merci à vous pour les autres. votre travail. Ouais. Avec plaisir. On a maintenant à l'autre salle principale la table avec Odile Cisneros, Nancy Perloff et Rodolfo Mata. Ça sera une moitié en anglais, moitié en espagnol. J'espère que vous continuez là. Il faut changer les salles maintenant. C'est l'autre lien. OK? OK. Merci. Au revoir, Démosthène. Allez, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Salut, Merci. Diama. Au revoir. Au revoir. OK.